Bonjour à tous. Dans ce MOOC, nous allons aborder ensemble la radioprotection des agents en bloc opératoire. Cette formation entre dans le cadre du Code du travail dans le décret 2003-296 et doit être renouvelée tous les 3 ans. Dans un premier temps, nous allons aborder les généralités sur les rayonnements ionisants. Les rayonnements ionisants sont beaucoup utilisés dans le domaine médical. Ils ont soit une origine nucléaire, c'est-à-dire à l'intérieur du noyau, soit une origine électronique, c'est-à-dire au niveau du cortège d'électrons qui entoure le noyau. Les rayons d'origine nucléaire sont couramment appelés les rayons gamma et sont utilisés dans le domaine de la médecine nucléaire par exemple. Les rayons d'origine électronique sont les rayons X qui nous intéressent aujourd'hui et correspondent au domaine de l'imagerie médicale, que ce soit en bloc opératoire, en scanographie ou en mammographie par exemple. Mais il faut savoir qu'on retrouve ces mêmes rayons X à une énergie beaucoup plus importante en radiothérapie externe. Il existe différentes applications médicales utilisant les rayonnements ionisants. D'une part, les applications diagnostiques, notamment en imagerie radiologique ou en médecine nucléaire, et d'autre part les applications thérapeutiques, notamment lors d'actes radioguidés en bloc opératoire ou en radiothérapie interne ou externe. Abordons à présent un petit peu de physique. Commençons tout d'abord par la radioactivité. Celle-ci correspond à l'émission de rayonnement à partir d'un noyau pair qui est instable, afin de se stabiliser vers un noyau fils. Il s'agit d'un phénomène naturel. La radioactivité existe tout autour de nous et prend son origine dans les rayons cosmiques, telluriques et atmosphériques. En France, chaque habitant reçoit en moyenne 2,4 millisieverts sur un an, sans prendre en compte les expositions dues au domaine médical. Étudions à présent la production des rayons X, puisque ce sont eux qui nous intéressent dans les blocs opératoires. Il existe deux grands éléments importants qui sont à gauche la cathode et à droite l'anode. Entre les deux est générée une différence de potentiel grâce à l'intervention d'un générateur triphasé. Si par exemple on programme 80 kV sur un pupitre de commande, alors cette différence de potentiel sera de 80 kV. Sous l'effet de l'énergie, les électrons constitutifs de la cathode seront arrachés de celle-ci et iront préférentiellement vers l'anode, qui est le pôle positif du générateur. Si l'on garde notre exemple de tout à l'heure, les électrons auront alors une énergie de 80 kV. Une fois accélérés, les électrons iront taper contre l'anode et auront alors lieu des interactions électron-électron et électron-noyau qui permettront de créer des rayons X. Malheureusement, tous les rayons ne feront pas 80 kV comme cela a été programmé sur le pupitre. Certains rayons auront une énergie trop faible pour réussir à traverser le patient et donc à contribuer à la formation de l'image. Mais ils auront quand même une énergie qui n'est pas nulle et délivreront donc de la dose au patient. C'est pourquoi il est important de rajouter en sortie de tube une filtration inhérente qui est contrôlée chaque année sur tous les générateurs. Sur un amplificateur de brillance, il existe deux parties importantes. Le tube, qui délivre les rayons, et le détecteur, aussi appelé la cuve ou amplificateur de brillance, qui les détecte. Le tube est systématiquement symbolisé par une étiquette représentant un trèfle radiologique. Il est donc très important de savoir différencier le tube de la cuve afin de comprendre comment se protéger au mieux des rayons. Lorsque les rayons traversent les tissus vivants, ils déposent leur énergie au fur et à mesure dans ces tissus. Cette énergie déposée se nomme la dose absorbée, dont l'unité est le Gray. Globalement, la dose concerne les tissus qui sont directement dans le faisceau primaire, c'est-à-dire entre le tube et le détecteur. Cela s'adresse donc en général au patient ou bien à l'opérateur si celui-ci place ses mains dans le faisceau. Il existe ensuite deux autres types de doses que l'on appelle dose équivalente et dose efficace. La dose équivalente correspond à la dose absorbée, qu'on a multipliée par un facteur de pondération qui dépend du rayonnement utilisé.
Lorsqu'on travaille avec des rayons X ou des rayons gamma, ce facteur de pondération est égal à 1. Enfin, la dose efficace est celle qui nous intéresse le plus en tant que travailleur exposé. Elle correspond à la dose équivalente, pondérée en plus par un facteur qui dépend de la radiosensibilité du tissu exposé. Par exemple, les gonades étant plus radiosensibles que les neurones, leur facteur de pondération sera plus élevé. Tous les agents exposés au rayonnement ionisant ont accès à une dosimétrie, passive voire opérationnelle. Le dosimètre passif en particulier nous informe de la dose efficace corps entier et elle regroupe donc tous les facteurs de pondération de tous les organes. Ce facteur de pondération tissulaire est égal à 1. Sur ce tableau, nous avons un ordre de grandeur des doses délivrées aux patients lors d'examens radiologiques courants. Si l'on prend une radiographie pulmonaire de base en un seul cliché, alors la dose délivrée aux patients sera d'environ 0,05 mSv, ce qui correspond à 7 jours d'exposition naturelle. Cela peut paraître très peu, mais il ne faut pas oublier que les doses se cumulent au niveau de l'ADN tout au long de la vie, et qu'il est donc très important de toujours justifier le moindre acte utilisant les rayonnements ionisants. À titre informatif, la dose délivrée lors d'un scanner abdominopelvien est d'environ 20 mSv.